messieurs, je vous présente le cirque Calder. C'était très longtemps avant que je fasse les mobiles et les stabiles que j'ai fait le cirque. C'était en 26-27 à Paris. J'ai commencé avec quelques numéros. Ensuite, je l'ai tremblé en Amérique et ailleurs. Et en 29 et 30 à New York, je l'ai beaucoup augmenté. Mais finalement, j'ai compris que si je l'augmentais plus, il faudrait acheter une autre valise. Et comme j'avais déjà 5, j'en avais assez. Sur les plaines, il y a des chevaux sauvages. Le Wild West. Qu'est-ce que c'est que ce machin chouette-là? Je n'en sais rien, mais je crois bien que c'est pour faire du vent. C'est pas Calder qui gonfle le ballon, c'est le ballon qui gonfle Calder. Ah! Desperado, art thou ready? Oh, sir, always ready. Then go! But you didn't do it. Did it happen? No. Mesdames, messieurs, je vous présente le Maharaja de Seringapatam. Et sa première... Oh, non. Sa première favorita. Tu trembles, carcasse. Oh, it's cool. Oh, it's cool. Now bear out the other way.
Mesdames, messieurs, je vous présente la deuxième favori. Contact. Je vous invite à venir visiter notre grande ménagerie. No, ça c'est Jordan. Mesdames, messieurs, je vous présente Charles Rigolo, l'homme plus fort du monde. Tambour et cymballon. Oui, attends qu'il attrape, c'est ça. Vas-y. Fujita et Koyanagi. Celui-là, c'est le plus chaud, mais c'est le fils quand même. Le docteur Boyau de Fer. Mesdames, messieurs, je vous assure, c'est ouvré à siècle. Silence. Quiet.
Dr. Umschlag van der Heid, aus Berlin gekommen. Nee, bombos. Come on avec les faux, faut jamais avoir peur. Ah, stop it. Too afraid. Ça c'est bon. Non, c'est tout dit, ça c'est tordant. C'est moi qui dis ça. Please. Man and wife.
peine à départager les jambes. Au premier, une jaune et une rouge. Au second, une rouge et une jaune protégée d'une cuirasse. Partout, Paolo maîtrise avec humour les superpositions de formes comprimées par la perspective ou les arrangements insolites créés par les raccourcis. Le buste d'un cavalier semble remplacer celui de l'homme touché par la lance. Le chanfrein du cheval du page semble se prolonger dans l'armure d'épaule de Niccolo et l'animal devient une sorte de dragon ou d'éléphant. Les panaches des combattants deviennent des fleurs de la haie. Les feuilles de chêne dessinées sur la surcote du guerrier noir florentin se mêlent à celles de la haie, comme si le cavalier se dissolvait peu à peu dans le feuillage. Et jusqu'à la composition elle-même qui joue avec l'analogie. Dans le panneau de Paris, le cheval saute par-dessus l'échancrure d'une porte. Certains n'ont vu dans les figures de combattants que des automates, des armures vides juchées sur des chevaux de bois aux ruades figées. On peut lire au contraire ces panneaux comme une sorte de triptyque à la gloire du mouvement pur. Niccolo, dressé sur son cheval cabré, donne le signal de la charge en levant son bâton de commandement. Et le mouvement se transmet de proche en proche à partir du geste. Deux lanciers courent ensemble. Leurs positions paraissent résumer les stades de la course. Même illusion dans le panneau de Florence. Dans le panneau de Paris, la densité et l'intrication des formes évoquent une sorte de grande machinerie. Le mazzocchio de l'arbalétrier semble le pivot autour duquel tourbillonnent les têtes de chevaux et leurs cavaliers. Les boucliers au dessin dentelé sont comme des engrenages qui prolongent encore cette mécanique. À gauche, 5 cavaliers sont vus de profil, alignés, mais un peu décalés. Entre le dernier qui, tourné, se saisit de sa lance, et le premier qui charge, la lance à l'horizontale, Paolo a représenté les diverses phases du geste. Or, il ne montre en entier qu'un cheval. C'est donc comme s'il décomposait le mouvement d'un seul personnage. L'image annonce ses analyses que Marais réalisera des siècles plus tard à l'aide d'appareils photographiques de précision. Lance, pique ou hallebarde crée un foisonnement d'obliques dont les rythmes, parfois en phase, parfois en opposition, se déploient sur les 3 panneaux, formant une autre composition cinétique. Les panneaux ne sont pas la simple application de principes géométriques. Ils fourmillent de menus détails qui font de cette chronique militaire un récit codé qu'il faut déchiffrer. Un cheval mort porte une trace sanglante de pique. Cette simple arme de bois à pointe de fer des milices citadines à pied permet de s'opposer à la cavalerie adverse ou d'achever les hommes tombés à terre. Avec les hallebardes ou les faux de guerre, les fantassins tranchaient les jarrets des chevaux ou portaient des coups dans les interstices des armures. Arme redoutable aussi, les arbalètes. Leur arc de fer était tendu à l'aide d'un cric ou d'un crochet en prenant appui sur un étrier.
Le carreau d'arbalète pouvait percer un homme de part en part. Les lourds cavaliers portent l'armure avec épaulières, cubitières et gantelets pour protéger les membres supérieurs. Garde-reins solidement coincés contre d'épais trousquins, tassettes, cuissards, genouillères, jambières et salerets pour protéger le bas du corps. Sous l'armure, la cotte de maille. Un guerrier mort couché sur le ventre nous révèle comment l'ensemble est attaché. Les pièces d'armure correspondent à la mode des années 1435 à 1440, argument en faveur d'une datation précoce des panneaux. La lance de tournoi, très lourde pièce de bois terminée par un fer et longue de 4 à 6 mètres, était portée par les cavaliers. Dans le panneau de Londres, 3 Florentins s'acharnent sur un Siennois qui se défend au marteau. Le premier Florentin vient de l'attaquer à la lance. L'arme est passée sous la plaque de poitrine et a arraché un bout de chair. Le deuxième Florentin a porté un coup d'estoc au même endroit, sous cette pièce d'armure qui défend le cœur. Le troisième porte un coup de taille sur le bras droit du Siennois qui vit ces derniers instants. Uccello apporte aussi une grande minutie à la représentation des chevaux. Chaque panneau montre un type de bride différent. Harnachement de tournoi ou de parade, harnachement complet à double reine, harnachement restreint pour le combat mobile et rapide. Il n'y a pas de muserolle. Les chevaux ouvrent grand la bouche pour tenter de déplacer ou de rejeter le mort. Les bêtes sont l'objet de beaucoup de soins. Crinière tressée, queue coupée ou coiffée de diverses façons, parfois à l'aide de grelots, sabots parés, fers à crampons. Au centre du panneau de Florence, au milieu des champs bordés de haies, un lévrier 100 mètres court le long des sillons, faisant fuir 3 lièvres. Peut-être une allusion aux Siennois qui s'enfuient comme le gibier à la chasse. Autre scène bucolique, divers personnages chargés d'amphores évoluent autour d'un puits ou d'un grand panier. Cette guerre sur fond de collines toscanes au printemps n'affecte qu'un petit territoire. Dans le panneau de Londres, les orangers abondent, symbole de richesse et de fécondité, au-dessus des Florentins bientôt victorieux. Une haie de roses sert de frontière entre la guerre et la paix. À droite, des grenadiers, une grappe de grenades mûres, éclatée et comme sanglante, figure, symbole de mort et d'héroïsme, juste au-dessus de la tête du Siennois acculé. Dans ces 3 panneaux, Paolo prend soin de lier par des rapports complexes la guerre et la paix, la vie et la mort, le proche et le lointain, le grand ensemble et le menu détail. Dans le temps même où il assiste à la furie de la bataille, le spectateur peut faire la différence entre les étalons et les jumeaux, compter le nombre de clous d'un fer à cheval, s'approcher de l'intérieur d'une